Bonjour Jean-François Kahn. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai lu une tribune de vous il y a pas mal de temps déjà, où vous présentiez un petit peu Napoléon, Louis XIV comme les premiers dictateurs, les premiers malfrats de l'histoire. Mais je suis certain que vous n'avez pas voulu en arriver jusque-là. Je vous explique on va fabriquer des générations d'incultes. Et puis c'est eux qui vont faire des films, c'est eux qui vont nous nourrir, et il y a une espèce de consanguinité de la médiocrité qui va faire que finalement plus personne n'aura de repères et tout le monde aura une vision archi-parcellaire de la France. Ça sera la France des collabos, ça sera la France des esclavagistes, ça sera la France colonialiste. À chaque fois, ça sera une vision ultra-parcellaire de crétins absolus fabriqués par l'éducation nationale quand même. Oui, mais là, vous... oui, je sais que vous êtes un peu d'accord avec moi. Non, mais c'est pas ça, mais il y a plusieurs débats dans ce que vous évoquez qui sont différents. L'un, c'est est-ce qu'il faut donner, en effet, une vision totalement négative de notre histoire. Il y a des aspects extraordinairement négatifs et il y a des aspects absolument enthousiasmants dans notre histoire. Et évidemment, il faut essayer de porter les autres. J'ajoute, entre nous, si vous voulez savoir ce que je pense vraiment, je pense que si on veut former des générations de citoyens, il vaut mieux les enthousiasmer pour ce qu'il y a de plus beau dans notre histoire, pour en faire les héritiers de cela. Ça ne veut pas dire qu'il faut nier naturellement les aspects sombres. Donc ça, c'est un débat. L'autre débat que vous avez évoqué avant, me semble-t-il, c'est de savoir s'il faut marginaliser Napoléon, Louis XIV, etc., ou au contraire leur donner dans leur histoire absolument tout leur espace. Clovis, François Ier, Henri IV. Henri IV. Non, parce que moi je trouve, si j'ai bien compris, il y aurait une tendance, je ne sais pas si c'est vrai, j'entends ça, il y aurait une tendance à vouloir exclure ou rapetisser le rôle de Louis XIV ou de Napoléon en particulier dans notre histoire. C'est que les 116 pages des instructions aux profs d'histoire de la rentrée de septembre, pour la 5e, pour la 4e notamment, dans les collèges, ont quasiment écarté ces grands personnages d'histoire de France, au profit de civilisations africaines qui ont probablement un grand intérêt, le Monomotopa et le Songhai que je ne connaissais pas, qui sont des civilisations plutôt du Mali, simplement que ces enseignements prennent la place de l'Empire, la Révolution française, Louis XIV. Moi, ça me paraît parfaitement inadéquat. Je veux pas faire le mec obtus. Il faut qu'on découvre le monde dans sa globalité. Mais enfin, attendez. Non, mais moi, j'ai une position. Alors, justement, j'ai une position très particulière là-dessus. Je pense, c'est absurde de vouloir réduire le rôle, l'importance qu'ont eu, par exemple, Louis XIV et Napoléon. C'est totalement absurde. Et c'est absurde pour la raison que, tout simplement, le rôle, tout bêtement. Mais c'est absurde pour une autre raison, et c'est là où j'ai une position particulière. Moi, je pense que Louis XIV, c'est l'origine de tous nos maux actuels. Et d'ailleurs, vous devriez être d'accord, parce qu'en vérité, c'est de Louis XIV que vient la centralisation jacobine, la bureaucratie, le rôle terrible de l'État, l'antilibéralisme. C'est-à-dire tout ce que vous détestez, vous, nous vient de Louis XIV. C'est vraiment Louis XIV, et surtout les 20 dernières années de Louis XIV, c'est un régime qui a vraiment été absolument épouvantable pour le pays. Oui, je partage pas votre opinion. Comme vous savez, était totalement ruiné. J'ajoute une chose, c'est que la plus grande erreur qui ait jamais peut-être commise dans l'histoire, pire que l'exposition du Mexique de Napoléon III, etc., c'est l'abolition des dîmes Nantes, qui a fait que parmi les meilleures élites économiques, financières, militaires de la France, ils sont partis ailleurs, en particulier en Allemagne, et je peux vous dire qu'on en a souffert. Dimitri Casali, l'historien, n'est pas d'accord avec vous. Parce que Louis Non, je suis pas du tout d'accord avec vous. De mon point de vue, justement pour ça, il faut lui donner une grande importance. Ouais. Ça a joué une importance énorme. De mon point de vue, une importance souvent mauvaise, mais une importance absolument énorme. Donc réduire cette importance est ridicule. Dimitri Casali, alors pas d'accord quand même sur le listing terrifiant que Kahn nous fait du Roi Soleil. Non, bien sûr, mais monsieur Jean-François Kahn récolte ce qu'il a semé depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire cette haine de l'histoire de France que l'on voit dans les nouvelles générations. Attendez, puisque aujourd'hui, je vous ai laissé parler. Je veux bien participer à un débat chez vous, mais à condition que ça reste à un certain niveau, et un certain respect de l'autre. Attendez, écoutez, c'est un prof d'histoire qui vous dit ça. Quand vous osez écrire que Louis XIV est le premier des dictateurs, vous manquez à votre devoir élémentaire d'ancien prof d'histoire. Mais c'est ridicule, vous êtes un stalinien. Vous faites, mais non, justement. C'est une opinion.
C'est une opinion, c'est un régime totalement plus qu'autoritaire. Vous faites vraiment le problème, ce qu'un étudiant en première année d'histoire, en faculté d'histoire, doit apprendre. C'est-à-dire toujours replacer dans son contexte. Traiter Louis XIV de dictateur, c'est vraiment d'une stupidité sans nom. Puisqu'en fait, il avait les lois fondamentales du royaume. Vous savez bien qu'à l'époque, il y avait des garde-fous, il y avait les lois fondamentales du royaume. On ne peut pas plaquer des concepts du XXe siècle comme le régime totalitaire. Vous parlez de régime totalitaire pour Louis XIV, mais c'est une stupidité sans nom. C'est des concepts nés au XXe siècle. Et vous, en ancien professeur d'histoire, vous plaquez ça. Vous plaquez ça au XVIIIe siècle. C'est stupide. Le césarisme ne fonctionne pas pour Jules César. Bon, alors oui, alors. Non, mais attendez, je voulais dire surtout pour M. Brunet. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que pour un libéral, mais vous l'avez écrit, des libéraux que vous êtes, que je suis Louis moi. XIV, c'est le moment où l'État était partout, l'État s'est renforcé à tous les niveaux. Mais c'est faux, ça date déjà de François Ier et de Philippe IV le Bel. Dans la religion, c'est faux. Le régime des déficits publics. Donc vous devriez être contre. Non, mais attendez. C'est la raison pour laquelle je continue à dire que vous devriez au moins là-dessus me saluer. Mais je vous dis qu'il faut lui donner une grande importance. Alors, attendez, il y a deux choses. Il y a le débat intellectuel sur Louis XIV. Je suis d'accord avec vous. Louis XIV, c'est le roi centralisateur, etc. Quoique, encore une fois, la France du XVIIe, c'est pas la France d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle avait besoin de centralisation et aujourd'hui, on en a un peu moins besoin. Voilà. Mais là-dessus, je vous l'accorde. Bon, enfin, pour moi, Louis XIV, c'est aussi des apports extraordinaires pour Versailles. Pour la France. Si on écoutait monsieur, d'après monsieur Jean-François Kahn, d'après monsieur Jean-François Kahn, il aurait jamais construit du Palatinat. Est-ce que vous voulez qu'on dise deux mots sur le Palatinat? Il aurait jamais construit le château de Versailles si on avait écouté Jean-François Kahn. Et le château de Versailles. Écoutez, je vous ai laissé parler tout à l'heure pendant une heure. Je vous dis, est-ce que vous voulez qu'on parle de les mecs, c'est extraordinaire. Il y a que sur RMC qu'à 13h34, on fait un débat sur Louis XIV et on se fout sur la gueule sur le château de Versailles. C'est magique. Le château de Versailles aujourd'hui, c'est 10 millions de visiteurs chaque année. C'est 28. Oh, le Palatinat. C'est comme si vous avez un regard réducteur. Et c'est ainsi que vous semez la haine de l'histoire de France dans les jeunes générations. Attendez. Non, revenons au débat sans rire. Moi, je vous aime. Moi, je vous respecte. Moi, je crois que vous avez raison de défendre vos opinions. Je crois que la démocratie doit donner totalement la parole à des gens comme vous. Vous ne vous rendez pas compte. Alors soyez comme moi, je vous en prie, ne soyez pas terroriste dans votre façon de discuter. Mais c'est vous qui faites du terrorisme intellectuel. Le débat, maintenant, est le suivant. Comment demander à ces néo-pédagogues, comment demander à ce gouvernement de droite, c'est quand même Xavier Darcos qui, je l'imagine, sous la pression d'un certain nombre de syndicats et d'organismes d'enseignants, a capitulé. Comment faire en sorte qu'on revienne en arrière? Parce que quand même, on a tous compris que c'était pas raisonnable. Alors après, Kahn et vous pouvez toujours vous entendre sur qu'est-ce qu'on mettra dans les pages consacrées à Louis XIV. Mais là, il y en a plus de pages sur Louis XIV. Donc notre débat, il est stérile. Il n'y a plus de pages sur Louis XIV dans les enseignements d'histoire de 5e et de 4e, c'est réglé, fini. Signons les pétitions de monsieur, moi je suis prêt. Voilà, mais bon, Louis XIV, dans mon livre, les palmarès des 100 Français les plus connus aux éditions L'Express, là, qui est sorti cette semaine, il est 5e personnage français mondialement connu, c'est-à-dire du fait de son règne protecteur des arts, de la langue de Molière. On parle de Molière. Molière est supprimé dans les programmes scolaires d'histoire. On parle des 28 imitations du château de Versailles à travers l'Europe, de Schönbrunn, de Stockholm, de Madrid. Tout le monde entier a imité la France à cette époque. Et aujourd'hui, tout ça, c'est soldé. Et aujourd'hui, dans les manuels d'histoire, un roi africain qui se nomme Kanka Moussa, roi du Mali, prend plus de place que Louis XIV. Vous vous rendez compte? C'est absurde. Non, mais il a raison là quand même, mince, Jean-François. Je vous signale, vous m'injuriez alors que je dis que vous avez raison de défendre la place de Louis XIV dans l'histoire. Je vous injurie pas. C'est vrai que vous avez participé à ce mal français. Vous ne pouvez pas employer. C'est l'argument qui consiste à dire la preuve que Louis XIV est formidable, c'est qu'il est connu dans le monde entier. Je vous signale que le russe le plus connu dans le monde entier, c'est Staline, et il n'est pas formidable pour autant. Guillaume Lequintrec est avec moi. Justement, il est directeur de manuel scolaire chez Nathan. Merci d'être avec nous, Guillaume Lequintrec. Bonjour. Bonjour. Je sais que vous suivez l'émission depuis le début à la radio. Oui. Vous partagez mon offuscation? Je suis un peu accablé. J'ai l'impression d'être sur Radio Courtoisie. Ah bah non. Alors ça fait mal, ça, effectivement. Je ne sais pas qui est Dimitri Casali. Je ne sais pas quelle est sa vision de l'histoire, mais c'est pas la mienne. Enfin, l'histoire, c'est pas le palmarès des grands hommes. Pourquoi? Et
Je crois qu'il veut nous refaire le roman national ringard d'il y a 100 ans. Pourquoi ringard? Il n'est pas ringard, le roman national? Depuis 10 ans, je n'ai jamais été l'otage des lobbies communautaristes, je ne suis pas gauchiste, je ne suis pas syndiqué, et l'histoire que l'on fait est une histoire moderne, scientifique, qui tient compte de tous les apports de l'historiographie. L'histoire de France, c'est pas seulement les esclavagistes et les collabos, on est bien d'accord. Pas seulement non plus les humanistes et les résistants. Mais on est bien d'accord, sauf qu'on raconte que ça. On raconte que pas ça. Du tout, mais ouvrez les manuels. Attendez, j'ai lu les 116 pages. J'ai lu les 116 pages. J'ai lu les 116 pages. Je les ai devant moi. Entre les manuels pour le collège et effectivement ce monsieur. Moi, je parle des manuels du lycée. Hein. Eh oui, voilà, vous avez tout compris. C'est là le problème. C'est la différence entre les. Attendez, écoutez, Casali, vous venez de le traiter de radio courtoisie et de. C'est pour ça que j'écris des opéras rock, je fais du rock and roll justement pour essayer d'intéresser les enfants à l'histoire, puisqu'aujourd'hui, alors que l'histoire était une véritable passion française depuis pratiquement 200 ans, à cause de ces nouveaux programmes et puis aussi d'autres raisons, puisque c'est vrai qu'il y a aussi le monde des médias, le monde donc de ces lois, ces pressions communautaires, etc. Effectivement, il y a un désamour qui est en train de naître parmi les jeunes d'aujourd'hui. Moi qui ai joué dans la France entière, la France profonde, même à Moulins dernièrement, qu'on peut plus dire que l'on aime le drapeau tricolore et la Marseillaise sans se faire traiter de fasciste. Non, mais là, moi j'apprécie pas Guillaume Le Quintrec à titre personnel. Vous êtes en train de nous, moi je suis giscardien de centre droit libéral, donc radio courtoisie ça me fait pas plaisir. Et la deuxième chose, c'est que Dimitri Casali, il est suivi par des tas de profs de gauche, des syndicats, des associations de gauche, et par Max Gallo, par des gens qui sont assez sérieux. Donc vous êtes en train de traiter tous ces gens-là de fachos. Ben, c'est ça que vous faites. Et j'ai moi-même surréagir, mais enfin. Et j'ai moi-même écrit Les grands immigrés qui ont fait la France. Je vous signale, donc c'est un livre qui tient compte de la richesse et la diversité. L'histoire, c'est pas le roman national. On est d'accord, on est bien sûr. Un programme d'histoire demande qu'on fasse des choix. Je pense que les programmes d'histoire tels qu'ils existent sont mal faits. Et là, je serais d'accord avec vous. On empile des choses, faute de faire des choix. Et finalement, les enfants ne comprennent plus grand-chose. Bon, après, il faut se mettre d'accord sur les choix que l'on fait. En France, l'histoire nationale représente une part assez limitée des programmes par rapport à d'autres pays. C'est un choix, moi je le trouve pertinent, parce qu'à côté de l'histoire nationale, il y a une histoire européenne, comme le disait Jean-François Kahn, une ouverture sur le monde, c'est aussi une bonne chose. Oui, c'est bien, mais d'ailleurs, souvent, les néo-pédagogues, en tout cas ceux qui font les nouveaux programmes, dont je ne suis pas. Ouais, ceux qui font les nouveaux programmes disent oui, c'est bien, on s'ouvre vers le monomotapa et les civilisations africaines parce qu'on est trop chauvin. Mais c'est intéressant ce que vous me dites. Vous me dites que précisément, on est une des rares enseignements de l'histoire en France à pas être chauvin. Depuis très longtemps, depuis au moins 50 ans. La part de l'histoire nationale dans les programmes en France, elle est peut-être de 40%. En Allemagne, c'est 60%. Au Royaume-Uni, c'est 99%. Ça veut dire qu'on n'est pas chauvin et qu'on n'est pas égocentré. Vous allez voir, on va finir par être d'accord, Guillaume Le Quintrec. Vous savez, je suis aussi giscardien et libéral. Non, mais le vrai problème que monsieur oublie, c'est que par exemple, l'histoire a été supprimée en terminale S. C'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. Et ensuite, l'histoire... Elle n'est pas supprimée, elle est optionnelle. Et aujourd'hui, l'histoire, on le voit bien, vous parlez des anglo-saxons, s'ils sont si fiers de leur histoire, ils ont pas peur d'affronter l'avenir, puisque je parle aussi de l'histoire vue par les Brésiliens, l'histoire vue par les Chinois dans mon livre, et effectivement, ils ont confiance à l'avenir. Aujourd'hui, d'après le dernier rapport PISA, 71% des jeunes Français ont peur d'affronter l'avenir, parce qu'avant, on enseignait à travers l'histoire la citoyenneté, le sens du civisme, le sens, le devoir, le sens d'un certain patriotisme. Aujourd'hui, ce sont des mots bannis dans les manuels de collège. Maintenant, on apprend l'esclavagisme. Bon, exactement. Chacun son truc. Oui, allez-y, bien sûr. Je pense que la finalité de l'enseignement de l'histoire n'est pas de former des patriotes. Ça, c'est le projet. Des bons citoyens, des citoyens. Des vrais citoyens. C'est pas le roman national. Mais bien sûr, elle doit former des citoyens conscients de ce qu'ils font. Eh bien, qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez parlé de patriotisme. Mais bien sûr. Parce que ça, c'est un fait aussi. Non, mais Guillaume, on est d'accord, c'est ça qui est terrible. On est tous d'accord. Et même Casali, qui est un peu, qui a du panache et qui est un exalté. Voilà. C'est un mec qui est raisonnable et qui sait très bien que Napoléon, il faut aussi en montrer la face cachée, la face obscure. On est tous d'accord. Mais pas que ça. L'histoire, c'est pas un coup de fouet, l'histoire de France. Et aujourd'hui, vous dites le roman national, on est précisément en train de raconter un contre-roman national, un anti-roman national ou un roman national en creux qui signifie que la France est un pays abject. C'est un procès à charge, l'histoire. Dans les manuels d'histoire. Regardez le programme de collège. Regardez ceux du collège, j'en sais rien. Je les connais quand même. Eh bien, écoutez, même dans les manuels de collège, quand on voit la vingtaine de pages sur les empires africains en 5e, qui s'additionnent à 16 pages sur la traite esclavagiste, et donc que dans la malheureuse page qui reste sur Louis XIV dans le manuel Hachette 5e,
à la fin, il est marqué en toutes lettres, le règne de Louis XIV a ruiné la France. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que, voilà ce qu'on apprend. C'est-à-dire qu'avant même, un gamin de 5e, avant même d'entendre parler de Louis XIV, de Napoléon, de qui vous voulez, ou de Jules Ferry, il entend parler avant tout de l'esclavagisme pendant des heures. Ça, c'est le socle national, c'est l'esclavagisme. C'est pas vrai, vous avez raison, il faut parler de l'esclavagisme. Mais enfin, c'est pas tout, l'esclavagisme. Il faut se mettre autour d'une table et se mettre d'accord sur ce dont il faut parler. Bon, merci au giscardien libéral que...